Bon bah bonsoir. Euh, donc ce soir je vais parler de mécanique quantique. Donc je pense que vous connaissez tous un peu le chat de Schrödinger, l'écran cassé, tout ça. Donc là j'ai un téléphone, on va le rendre quantique. Voilà. Donc là on a un téléphone quantique parce que on ne sait pas si l'écran est cassé ou pas. Donc il y a une superposition d'états. Et tant qu'on ne regarde pas, on ne saura pas. Donc la mécanique quantique, basiquement, c'est que ça, c'est indétermination, superposition d'états, mesure. Donc on verra tout ça. C'est un grand sommaire, mais je vais aller. Enfin, il n'y a pas grand-chose dans chaque partie, donc ça ira assez vite. Au début, c'est un peu chiant, c'est de l'histoire. Ensuite, on verra trois grosses propriétés de la mécanique quantique. Et après, on verra les applications qu'on a de nos jours, donc avec les ordinateurs quantiques et la cryptographie quantique qui commence à arriver petit à petit. Donc en 1905, il y a Einstein qui a proposé une explication à l'effet photoélectrique. Cet effet, en fait, c'est quand on projette sur un métal une source de lumière, on a réussi à détecter que des électrons étaient détachés de cet objet en métal. Et donc, ça supposait que la lumière transmettait des quantum d'énergie, donc des petits bouts d'énergie qu'on ne pouvait pas couper, donc c'était du discret, des particules. Et donc de ces déductions, il a trouvé le photon. En 1924, on a montré autre chose, complètement l'inverse cette fois, que les électrons se comportaient aussi comme une onde. Donc je pense que vous voyez tous l'expérience qu'on a faite en physique au lycée. On prend un laser avec un fil et on obtient des ondes, une figure d'interférence. Donc ça, c'est deux découvertes en fait qui ont permis de lancer la mécanique quantique, parce qu'on avait deux explications pour le même phénomène, mais qui ne collaient pas. D'un côté, on disait que les particules, c'était des particules, mais d'un autre côté, ça se comportait aussi comme des ondes. Donc je ne sais pas si vous voyez le problème. Et en parlant de la mécanique quantique un jour entre Einstein et Bohr, il y a une phrase assez célèbre de Einstein qui a dit que Dieu ne joue pas au dé, parce que la mécanique quantique, c'est de l'aléatoire, des probabilités. Et Einstein s'opposait fermement à la mécanique quantique. Donc pour lui, tout était déterminé à l'avance. C'est pour ça qu'il dit que Dieu ne joue pas au dé. Et Bohr lui a bien répondu, cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. La dualité onde-corpuscule, donc c'est ce que je disais, c'est que pour une particule, l'électron, le photon, d'un côté, ça se comporte comme une onde et comme un corpuscule. Donc le photon, c'est un petit élément de lumière. L'électron, pareil, c'est une petite boule qui tourne autour de l'atome. Donc quand on le projette contre un écran phosphorescent, ça fait un point lumineux, ça fait pas une grosse tache. Et là, on a une figure d'interférence. Donc c'est quand on projette cette fois une onde, on voit que quand on a les deux fentes, l'onde en fait va traverser les deux fentes et construire une figure d'interférence. Donc quand les deux ondes se superposent, ça crée plus de lumière. Et quand c'est un creux et une crête, ça s'annule. Donc là, on peut vraiment parler d'une onde qui se construit, qui se détruit. Et là, c'est ce qu'on obtient cette fois quand on projette des électrons sur un détecteur en passant à travers deux fentes. Quand on en projette quelques-uns, on voit que ça fait quelques tâches assez aléatoires. Mais plus on en projette, plus on retrouve ces figures d'interférence.
Donc à chaque fois des ondes constructives, donc, qui s'ajoutent pour former plus d'impact. Et d'un autre côté, les ondes destructives qui s'annulent entre elles. Ça pose un gros problème, parce qu'on pensait que l'électron c'était une particule, alors que cette expérience montre que non, c'est pas du tout une particule. Dans certains cas, là, c'est pas une particule, c'est une onde. Donc c'est ça en gros le problème, c'est on ne sait pas où ça va atterrir. Juste pour savoir ce qu'il y avait après. Ce qui va se passer en fait, c'est que vu que l'électron se comporte comme une onde, il va avoir une probabilité d'apparaître sur l'écran qui se comporte comme une onde. Je ne sais pas si c'est très clair, mais l'électron ne va pas passer à gauche ou à droite. En fait, l'onde de l'électron va passer en même temps dans les deux. Donc là, c'est dans l'état quantique. Et quand l'onde de l'électron va arriver sur le capteur, son état quantique va être précipité, c'est-à-dire que la superposition d'états ne peut plus, enfin la fréquence, l'onde, est obligée de se transformer en particules. Donc c'est pour ça qu'on obtient un point, mais qui construisent des ondes d'interférence. Cette dualité, elle a un problème. C'est le principe d'indétermination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois connaître deux propriétés d'une particule. Là, par exemple, on ne peut pas connaître la position et l'impulsion de la particule. C'est soit la position, soit son impulsion ou sa vitesse. Donc c'est le principe d'incertitude ou d'indétermination d'Heisenberg. Ici, c'est quand on envoie une onde. Donc là, on voit très clairement sa fréquence. On sait quelle fréquence elle a, son impulsion, tout ça. Mais par contre, vous ne pourrez pas me dire quelle est sa position exacte. Alors que si vous me dites sa position, vous ne pourrez pas me dire quelle est sa fréquence. C'est ça en fait le principe d'incertitude. Et ça marche pareil avec l'électron ou une particule quantique. Quand on envoie une particule quantique tout droit, on peut connaître sa position, mais d'un autre côté, on ne connaîtra pas sa fréquence ou son impulsion. Ce problème, on ne pourra jamais le dépasser. C'est un problème vraiment, enfin, c'est la limite de la limite. Donc cette dualité qui fait qu'un corps en fait se comporte comme une particule ou comme une onde, ça concerne vraiment tous les objets. Donc ça concerne les particules photons, les électrons, les atomes, même vous, la table, le téléphone. Ça concerne tout. Mais c'est surtout perceptible au niveau atomique, donc tout ce qui est très petit. Parce qu'on a en fait, vu qu'on a un objet qui se trouve à deux endroits ou dans deux états différents, quand on va avoir des phénomènes physiques qui vont percuter cette particule, la particule ou le corps va devoir se précipiter vers un état déterminé. C'est pour ça que nous, on nous voit qu'à un seul endroit. C'est parce qu'autour, il y a de la chaleur, de la lumière. Nos particules, nos atomes interagissent entre eux. Donc il y a trop de perturbations pour qu'on soit à deux endroits différents ou à deux vitesses différentes. La fréquence dont je vous parlais tout à l'heure avec les figures d'interférence, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde. Ça représente une probabilité. C'est la probabilité en l'occurrence pour l'électron, d'apparaître à tel endroit. Plus la fréquence, enfin plus la courbe est importante, comme tout à l'heure on pouvait le voir, plus la probabilité d'apparaître à cet endroit était importante. Et enfin, le principe d'indétermination, qui fait qu'on ne peut pas connaître deux propriétés. Si je vous montre ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront me dire ce que c'est. Et si je vous montre ça, donc le chat de Schrödinger, vous connaissez tous.
Le chat de Schrödinger, c'est souvent l'interprétation d'un chat qui est mort et vivant à la fois. En fait, c'est un peu plus subtil. C'est qu'on ne sait pas. Enfin, on ne peut pas le dire. Tant qu'on n'a pas mesuré, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas. Donc, on peut trouver les deux résultats. Donc, l'expérience, je pense que vous la connaissez tous. Et le problème, c'est qu'en maths ou en physique, on ne peut pas utiliser une boîte et un chat pour faire des calculs. Ça serait trop facile. Du coup, bah, y a des gens très calés qui ont fait beaucoup de maths, beaucoup de physique et qui ont sorti cette physique, cette formule. Donc là, c'est l'équation de Schrödinger. Et cette équation, et ça en fait, c'est la même chose. Sauf que c'est un peu plus compliqué. Parce que là, cette formule, cette équation, elle indique la probabilité qu'un objet se trouve dans un état. Donc là, c'est pas évident. Mais en gros, ça et ça, c'est ce qu'on appelle la notation bracket. Ça représente un état. Après, tout le reste, je ne saurais pas trop vous en parler. J'ai essayé de lire, mais ça faisait des pages de maths. Mais ça mêlait la position et l'impulsion ou l'énergie du corps. Et c'est pour ça qu'on sort avec une probabilité, parce que vu qu'on ne peut pas connaître les deux exactement, on n'aura qu'une probabilité. Le chat de Schrödinger, il est mort et vivant à la fois. Donc pour traduire ça, c'est cette superposition d'états. On peut faire des additions. Là, on a le premier état additionné au deuxième, superposé, ainsi de suite. Et les C1, C2, ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle des scalaires complexes. C'est la probabilité de trouver cet état sur notre corps. Quand on additionne tous les scalaires complexes, quand on prend le carré de chaque scalaire et qu'on l'additionne, on est censé trouver 1. Vu que c'est une probabilité, on est obligé de trouver 1. Donc oui, donc la notation barre et chevron, c'est bracket. Ça revient très souvent. Et donc, en mêlant la superposition quantique avec la dualité onde-corpuscule, on obtient ça. Donc ça a l'air joli, mais non. En gros, c'est la probabilité de trouver un électron autour du noyau d'un atome. Plus c'est dense, plus on a de chances de trouver cet électron à cet endroit. Donc en fait, quand on vous dessinait des atomes avec un électron bien dessiné à chaque endroit, c'est faux. C'est juste qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. Sa position est indéterminée. Et c'est pour ça qu'on a ce modèle. Parce que justement, il peut être n'importe où. Et tant qu'on ne mesure pas, on ne saura pas. Donc la superposition quantique, elle est perceptible qu'à l'échelle atomique ou corpusculaire. Tout ce qui est plus gros, comme les molécules ou les insectes ou nous, ça va être plus compliqué à cause de justement toutes les interférences qu'il y a autour, la lumière, chaleur. Et donc vous aurez peu de chance justement de vous retrouver aussi dans une superposition quantique. Par contre, on a réussi à faire une superposition de deux états d'un objet qu'on pouvait voir à l'œil nu. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un gros progrès. Parce que si on y arrive, c'est-à-dire qu'on pourra faire sur des trucs plus gros. Et donc les techniques quantiques se développeront de plus en plus, notamment les ordinateurs quantiques dont je reparlerai à la fin. La superposition est perturbée par son environnement. Donc même si vous êtes dans le zéro absolu, qu'il y a zéro lumière, zéro rayonnement électromagnétique, même les atomes de votre corps vont interagir entre eux, ce qui fait que vous ne pourrez pas être dans une superposition quantique. La décohérence, c'est un phénomène aussi très important, donc dans la superposition. C'est le moment où on passe de la superposition, donc de plusieurs états en même temps, à un seul état déterminé. Donc c'est un phénomène physique réel. Donc, par exemple, dans le cas de l'électron tout à l'heure autour de l'atome, quand on ne le regarde pas, il est partout. Et quand on le regarde ou qu'il interagit avec son environnement, la décohérence a lieu et sa position est fixée. Pour donner un ordre d'idée,
un grain de poussière dans l'air maintenant, ça a une décohérence de 10 puissance moins 36 secondes. Alors que si vous mettez une particule quantique dans le vide à 3 degrés Kelvin, sans lumière, sans rien, la décohérence va prendre plusieurs centaines d'années. Donc là, ça montre vraiment que n'importe quelle source de rayonnement influe sur l'état de la matière, sur l'état quantique. Le spin, je suis désolé, je fais un peu comme une liste, mais c'est pour parler après d'applications concrètes. Donc là, ça va être un peu long. Le spin, c'est une propriété encore des particules. C'est l'une des seules qui n'a pas vraiment d'exemple dans notre réalité. C'est l'orientation du champ magnétique. Quand vous faites tourner un aimant, ou même un aimant tout seul, il a un champ magnétique autour de lui, comme la Terre ou comme ici. Et ce champ magnétique, cette orientation, elle est aussi quantique. C'est-à-dire qu'elle peut soit être orientée vers le haut, soit vers le bas, soit dans tous les autres sens partout. Tant que c'est un vecteur qui part du centre de la particule vers l'extérieur, on a une orientation. Donc ce spin, on peut aussi le voir comme la particule qui tourne sur elle-même et qui génère un champ magnétique. Donc là, le spin, c'est une flèche qui est tordue, qui est ni vers le haut ni vers le bas. Donc c'est un nouvel état. Et cet état, ça correspond à la superposition de deux états. Donc c'est 3/5 fois i de probabilité d'être dans l'état haut et 4/5 de probabilité d'être dans l'état bas. Donc si ça vous amuse, vous pouvez calculer la probabilité totale. Normalement, ça fait 1. Ce spin, vu qu'il est quantique, quand on va le mesurer, il va aussi être fixé. Donc pour ça, on a fait des expériences. On a construit une sorte d'aimant. Donc la partie blanche et la partie bleue, ça génère un champ magnétique orienté par là, en boucle. Et à l'entrée, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va mettre des aimants que nous on connaît, donc le rouge et le gris, chargés positivement et négativement. On les met à l'entrée, dans une certaine orientation, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fonction de leur orientation, ils vont atterrir plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Donc à la fin, on obtient ça. Donc on peut voir que quand ils sont orientés tout droit comme ça, ils atterrissent en haut. Et puis plus ils tournent, plus ils descendent. Avec le spin quantique, c'est pas du tout ça. C'est soit un état, soit l'autre. On n'a pas entre les deux. Et en fait, ça implique, enfin, c'est une autre preuve de la mesure. Parce que vu qu'on force la particule à choisir un état, on ne va pas pouvoir avoir un état entre les deux, comme ici. Là, on avait un état entre les deux, avec une probabilité d'avoir celui en haut ou en bas. Ici, on le force, on le mesure. Il interagit avec le champ magnétique, du coup, il perd sa propriété quantique. Et donc, avec tout ça, on va pouvoir parler des ordinateurs quantiques. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais, vas-y. Euh, Ça marche. Un ordinateur quantique, pour moi, c'est quelque chose que tu peux programmer et qui va avec un langage qui te donne accès à des qubits, quoi. C'est un ordi normal, là, que tu me dis. C'est quoi la différence? Est-ce que quelqu'un sait la différence entre un ordi normal et... Après, il y a... Oui, bah, vas-y. Là, ça marche? Ok, ouais, ouais, c'est bon.
D'après ce que je me souviens, parce que j'ai un peu regardé des articles là-dessus, normalement, un ordinateur quantique, ça se sert du fait justement qu'on peut avoir les deux états en même temps. Et à partir de ça, on peut faire des calculs massivement parallèles, un peu comme avec un GPU, sauf que c'est avec un seul cœur. Ouais, alors c'est ça. C'est en fait, vu qu'un ordinateur quantique c'est composé de qubits pour quantum bits, donc c'est des particules quantiques qui sont dans un état de superposition. Donc on peut en avoir 10, 20, 30. Et si on en a 10 par exemple, bah, chacune de ces 10 particules sera dans plusieurs états à la fois. Si vous voulez un exemple, si vous prenez une pièce par exemple, et que vous la lancez en l'air, vous la rattrapez, quand vous regarderez, il n'y aura qu'un seul état, pile ou face. Mais avec une pièce quantique, on aura pile ou face, mais sur le même côté. Et de l'autre côté, on aura aussi pile ou face. Et en fait, ça permet d'avoir beaucoup d'états à la fois. Parce que si on a deux qubits, on va avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1 à la fois. Alors qu'avec les bits normaux, on aura 0, 0 ou 1, 1 ou 1, 0 ou 0, 1. On ne pourra pas avoir les quatre états en même temps. Je ne vous ai pas mis de formule ou de schéma parce que ça m'a fait peur. Mais en utilisant des algorithmes, des portes logiques comme en électronique normale, ou des méthodes de calcul adaptées, on va pouvoir, à partir de toutes ces probabilités, déterminer la meilleure solution. Parce que vu qu'on parle toujours de probabilité, on aura peut-être une probabilité de 0,95 d'avoir la bonne réponse. Donc ça reste la bonne réponse, mais c'est une probabilité. Et donc comme tu disais tout à l'heure, un ordinateur quantique, ça va très très vite, mais pas parce que ça fait plus d'opérations à la fois. Enfin, si. Enfin, non, c'est compliqué en fait. Ça fait moins d'opérations. Ça fait plus d'opérations, mais ça va. Attendez. Non, je me suis préparé un peu à la bourre. Euh, ça fait plus de. Ça fait moins d'opérations, mais vu que ça prend du temps de tout traiter, ça prend plus de temps. Mais comparativement à un ordinateur normal, ça reste beaucoup plus rapide. Parce que vu en une opération, il peut traiter 2 puissance 1024 états à la fois, par exemple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on a 2 puissance 1024 états, ça veut dire qu'on a 1024 qubits. Et ça fait beaucoup. 2 puissance 300, c'est déjà plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc si on a 2 puissance 1024 états en même temps, il y a de l'information à traiter. Donc au final, on fait moins d'opérations, mais ça prend plus de temps. Et donc D-Wave, l'ordinateur quantique de Google, il a environ 1000 qubits. Et quand il prend une seconde à faire une opération, un ordinateur classique prendrait 10 000 ans. C'est pas mal. Ah, c'est pas Google? Ok, bon bah. Vu de l'extérieur, D-Wave, ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, on a un bras qui descend. Donc quand on zoome, ça donne ça. Et tout ça, en fait, c'est pour calculer les états quantiques, les probabilités. Mais le processeur, enfin, la partie qui contient les qubits, elle est ici. C'est vraiment tout petit. Mais il y a besoin de tout ça pour déjà refroidir presque au degré zéro, au froid absolu, pour isoler tous les champs magnétiques. Donc là, on a la puce qui contient les qubits. Ça, c'est un qubit, mais c'est pas celui de D-Wave, mais ça ressemble à peu près à ça. C'est vraiment tout petit, c'est entre les deux ici, c'est de l'ordre du micromètre. Et tout à l'heure, je vous parlais de la décohérence. C'est-à-dire quand on mesure
une particule quantique, elle perd son état quantique, donc elle est précipitée vers un état. Bah, c'est ce qui se passe en fait avec ces qubits. C'est que vu qu'à un moment on va devoir les mesurer, que ce soit pour avoir le résultat ou parce qu'ils vont interagir entre eux, et du coup on va devoir arrêter les calculs. Il va falloir retourner dans un état quantique pour continuer. Donc le D-Wave, il est isolé du monde extérieur, bien sûr, pour lumière, rayonnement électromagnétique. Il est refroidi à 4 degrés Kelvin, donc c'est vraiment très froid. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la superconductivité. Ça utilise aussi les propriétés du froid absolu. Plus un objet est froid, plus il va conduire le courant bien ou devenir super magnétique. Enfin, c'est un autre domaine, ça. La décohérence, c'est, comme je vous le disais, c'est important parce que plus on va avoir un état cohérent, donc un état quantique longtemps, plus on va pouvoir mener des calculs longtemps. Et actuellement, le record de cohérence, il est de 39 minutes, fait sur des gros atomes. Donc c'est vraiment pas mal. Enfin, 39 minutes, c'est énorme en fait, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour refroidir. Et si en une seconde, on arrive à faire 10 millions de calculs sur un ordi normal, imaginez en 39 minutes ce qu'on peut faire. Et pour ceux que ça intéresse, pour savoir comment les qubits sont analysés, comment ça marche derrière, vous pouvez aller voir l'algorithme de Grover, ou Groover, je sais pas. J'ai essayé de lire, j'ai pas réussi, donc si quelqu'un voudra m'expliquer après. L'avant-dernier point, c'est l'intrication quantique. L'intrication quantique... Oula, je vais trop vite. L'intrication quantique, c'est deux particules qui sont liées entre elles, et quelle que soit la distance, elles pourront en quelque sorte communiquer entre elles. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours ou culture générale, mais selon Einstein, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Donc c'est 300 000 km/h par seconde. 300 km par seconde. 300 000. 300 000 km par seconde. Et le problème, c'est qu'avec l'intrication quantique, ça ne marchait pas. Parce que l'information entre deux particules était partagée plus vite que les vitesses de la lumière et était partagée instantanément. Donc Einstein, pour casser la mécanique quantique, il a évoqué le paradoxe EPR. Enfin, ça a été nommé d'après 3 personnes qui ont fait cette expérience de pensée. Si on a deux particules intriquées quantiquement, ça veut dire qu'elles communiquent entre elles instantanément. Mais vu que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière, si elles étaient éloignées de plus de 300 000 km, ça devrait prendre plus d'une seconde à l'information de se propager. Et selon Einstein, c'était impossible. Donc pour lui, la mécanique quantique ne pouvait pas trop marcher comme ça. Alors l'intrication quantique, comment ça marche vraiment? Quand on a un atome, par exemple, qui émet 2 photons, ces photons ils vont être quantiquement intriqués. Quand on mesure le premier à l'aide d'un polariseur, on va savoir son spin, dans quelle orientation est son spin. Donc première possibilité, il est soit vertical, soit horizontal. Et en fait, en connaissant en connaissant l'état du spin de ce photon, on saura immédiatement l'état du deuxième. C'est-à-dire que vous avez 100% de chance de donner le bon résultat. Et ce, quelle que soit la distance. L'information, en fait, ne se propage pas, elle est vraiment... c'est la même. Vous avez l'une, vous avez l'autre immédiatement. Et du coup, oui, la distance ne joue aucun rôle. Et c'est ça qui posait un problème à Einstein. C'est que pour lui, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Même la gravité prend du temps à se propager. C'est pas possible. Donc, comment vérifier que l'intrication quantique existe et réelle?
Donc pour ça, il y a Bell, un physicien, qui a proposé des inégalités. Donc ces inégalités, elles proposaient de mesurer le spin d'un certain nombre de particules et de le vérifier avec le spin de leurs particules intriquées. Donc je passe les détails parce que je n'ai pas très bien saisi. Ces inégalités, elles ont été écrites, on va dire, vers 1940-50, si je ne dis pas de conneries. Et on a pu vérifier ces inégalités que récemment avec l'expérience de Alain Aspect. C'est un grand monsieur en physique. Donc pour vérifier ces inégalités, il est parti de là. Donc là, on a une source d'énergie qui va émettre deux photons intriqués. Et d'un côté et de l'autre, on aura le même modèle. Donc un miroir optique pour orienter vers des détecteurs. Par exemple, lui, il va détecter une certaine orientation du spin et lui, l'autre. Et en fait, en mesurant pour deux particules leur spin de deux côtés, en mesurant aussi le temps que ça prend, on va pouvoir vérifier que l'information ne se propage pas, qu'elle est déjà dans les particules. Vous voyez ce que je veux dire ? Les détecteurs étaient éloignés, on va dire, de 100 mètres. Et quand on a mesuré la particule, le spin de la particule dans le premier, on a mesuré le temps que ça prenait à la deuxième particule d'être mesurée. Et on a vu que ce temps était inférieur au temps qu'il fallait à la lumière pour se propager entre les deux. C'est plus clair ou pas du tout ? C'est en gros, quand on a mesuré le spin de la première particule, on connaissait le spin de la deuxième particule sans avoir à attendre un certain délai. Et en fait, ça plaisait pas à Einstein du coup à cause de la distance, mais lui il réfléchissait ça comme des problèmes locaux. C'est-à-dire, il prenait deux systèmes indépendants, le premier système qui contenait la première particule et le deuxième système qui contenait la deuxième particule. Et à cause de ça, pour lui, l'information devait voyager du premier système au deuxième. Alors que pas du tout. C'est vraiment un seul système qui n'a même pas besoin de communiquer entre lui, parce que c'est le même. Donc, quand on parle d'intrication quantique, on ne peut pas parler de deux particules séparées. On est obligé de prendre les deux en même temps. Et donc maintenant, ça va me permettre de vous parler de la cryptographie quantique. Donc, est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler ? Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Ouais. Ouais, on m'entend, super. Du coup, la cryptographie quantique, en fait, ça serait de se servir de l'état des particules afin d'établir une espèce de cryptographie de clé, en fait. Et le souci, de ce que j'en ai lu, en tout cas, c'est que quelqu'un peut observer la communication, mais à partir du moment où il observe, en fait, vu qu'il observe les particules changent d'état, et à partir de là, tout le message est pété. Donc du coup, au moins, si on récupère pas le message, on sait qu'il a été regardé. Donc du coup, c'est pas craquable. Ouais, alors c'est ça, t'as l'idée. Donc, en gros, on va se servir de ce que tu as dit, que quand la particule est interceptée, son état est fixé. Mais en fait, ce n'est pas le message qu'on va transmettre. C'est juste la clé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va envoyer deux particules à deux récepteurs, donc à l'aide d'un satellite, par exemple. Donc, quelqu'un qui est en Chine et un autre qui est en Australie. Donc, on va leur envoyer deux particules intriquées qui sont donc dans un état quantique. C'est-à-dire que leur spin a une probabilité d'être en haut ou en bas. Si on lit la particule qui va en Chine, on va connaître son orientation, le spin. On va savoir que le spin est soit en haut, soit en bas. De l'autre côté, le mec en Australie, il va voir, lui, que tiens, la particule est en bas.
Donc ça, il va enregistrer. Et quand le monsieur qui a intercepté la communication qui allait en Chine, il voudra réémettre la particule, il ne pourra pas la réémettre exactement parce qu'il ne connaissait pas l'orientation du spin dans l'état quantique. C'est-à-dire qu'il pourra en réémettre une, mais vu qu'elle ne sera pas intriquée avec l'autre, on n'est pas sûr que le résultat soit cohérent avec l'intrication quantique. Du coup, ça va générer du bruit. Si on a, par exemple, 10 particules quantiques qui ne collaient pas sur 20, on va se dire ah bah tiens, on nous a espionnés, donc on va recommencer. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Et donc là, c'est un peu... c'est une vue d'artiste. Et en fait, les particules quantiques sont créées dans le satellite, émises par 2 rayons. Et ce qu'on va transmettre, ce n'est pas le message en lui-même. Parce que si on réussit à intercepter le message, il n'y a aucune raison de le faire en quantique, parce qu'on pourra quand même le craquer. Par contre, si on émet les clés, là on est sûr que personne n'a intercepté les clés, qu'on est les 2 seuls à avoir une clé publique et une clé privée. Et dans ce cas-là, on pourra s'émettre des messages, parce que personne n'aura les clés, donc ça sera impossible de craquer. Donc la cryptographie quantique, ce n'est pas vraiment cryptographie, c'est plus s'assurer que personne n'a lu nos clés en fait. Parce que pour l'instant, on envoie nos clés publiques sur un serveur que tout le monde peut lire. Mais à partir de cette clé publique, actuellement, on peut retrouver la clé privée. Ça prend du temps, mais c'est possible. Alors qu'avec ce système, vu qu'on sait qu'on a perdu la sécurité de la clé, on peut en recréer une. Et récemment, les Chinois ont envoyé un satellite dans l'espace donc, qui utilise ce principe. Et ça a l'air de marcher. Et vu que c'est éloigné de 400 km, c'est la distance la plus longue qu'on ait faite de lecture de l'information à distance en fait. Parce que tout à l'heure, je vous parlais que quand on connaît l'état d'une particule, on connaissait l'état de l'autre particule à l'autre bout. Et là, on a réussi à le faire sur plusieurs centaines de kilomètres en même temps. Donc ça prouve que c'est qu'un seul système et qu'il y a quelque chose quand même dans la mécanique quantique. En conclusion, c'était pas hyper rigoureux comme exposé, mais croyez-moi, j'ai souffert pour avoir tout ça. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer plusieurs articles, notamment les inégalités de Bell, ou pourquoi on utilise cette notation bracket. Mais en tout cas, ça commence à arriver. Il y a de plus en plus de personnes qui font de la recherche sur les ordinateurs quantiques, qui utilisent la cryptographie quantique. Donc ça ne sera pas tout de suite sur les marchés à cause du prix. Vous vous doutez bien qu'un ordi quantique, ça coûte assez cher. Mais c'est intéressant quand même parce que ça ouvre une nouvelle perspective sur comment l'univers est construit. C'est plus comme Newton, où tout s'attirait, tout était déterminé avec Einstein. C'est vraiment intéressant. C'est même beau quand on lit des articles bien écrits qui font réfléchir. Et, je vais terminer sur une citation. Donc, elle n'est pas exacte. On ne sait pas de qui elle est non plus. Quoi? Il y a Feynman ou Bohr, en fait, on ne sait pas trop. C'est Feynman? Bon, Feynman. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions... Ouais, je voudrais savoir ce qu'il y a comme recherche niveau algorithme quantique. On avait parlé du chiffrement, mais qu'est-ce qu'il y a comme recherche du coup Enfin, on avait parlé d'algorithmes de communication quantique, enfin, du coup pour s'échanger des clés de chiffrement. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme algorithme? Donc, pour nous qui sommes les épicéens qui sont dans le software et pas dans le hard, quoi.
En gros, ce que tu veux savoir, c'est les algorithmes qui utilisent le quantique. Euh, En communication, en cryptographie quantique, il n'y en a qu'un seul, celui des Chinois. Euh, Non, mais vu que c'est les premiers à le faire, en fait, donc il y a, je me souviens plus du nom, mais ça utilise plusieurs systèmes de vérification avec différents polarisateurs. Et en fait, quand tu vas recevoir une particule quantique, tu vas savoir quel polarisateur tu as utilisé, quel état tu as vu sur cette particule. Tu vas tout enregistrer. Et quand toutes les particules auront été émises, tu vas comparer tes résultats avec l'autre personne sans donner les résultats exacts. Tu vas juste donner, bah tiens, j'ai utilisé tel polarisateur, j'ai trouvé ça. Enfin, en gros, c'est ça. Et en fait, ça va permettre de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a intercepté les particules. Donc ça, c'est pour la cryptographie. Et pour les vrais ordinateurs quantiques, j'ai pas osé regarder dans les algorithmes. J'ai juste vu Groover. J'ai essayé de le lire, j'ai abandonné. Donc si tu cherches algorithme, ordinateur quantique, tu en trouveras plein. Mais, non mais, vous rigolez, mais c'était éprouvant. Donc ça répond à ta question? Non. D'accord. Bon, bah, apparemment, il y a Shor qui permet de faire de la décomposition de nombres premiers, en nombres premiers. Euh, ouais, du coup, vu que ça va assez vite, bah, les clés RSA, tout ça, ça a plus trop de sécurité parce qu'un ordinateur, un ordinateur quantique, ça vous la casse en quelques secondes. D'autres questions? Eh ben, dodo.